savoir est vertu de toute chose. La connaissance, quant à elle, vous élève au plus haut sommet du monde. En des temps où l'éveil des réflexions n'est plus, où le génie des hommes n'est plus connu, une tétrarchie de 4 juristes vous entraîne au plus profond des sujets de son époque. Elle vous initie au sein d'un carré vertueux. Épisode numéro 8, le Frexit. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de la Tétrarchie en compagnie de votre serviteur Aslan ici présent, toujours au garde à vous, de ce cher Billy Salut tout le monde. et de ce très cher Neox qui nous fait encore une fois l'honneur de sa présence. Hannibal, une fois n'étant encore une fois, Bonsoir à tous et à toutes. ne sera pas là. Donc Ouais, voilà, on est habitué maintenant. la Tétrarchie continue son chemin boitant avec sa patte défectueuse et pour le coup tente à vous proposer du contenu toujours plus intéressant et toujours traité de la meilleure des façons. Enfin, c'est ce que nous espérons et ce que nous croyons. Donc, pour commencer, je vais donner la parole à Billy sur D'accord. un sujet qui nous passionne, tous les trois, qui nous intéresse beaucoup et qui est aussi un sujet d'actualité. Ce sujet, c'est le Frexit, qui fait écho au Brexit, c'est-à-dire tout simplement la possibilité pour la France de quitter l'Union européenne, essayer de peser le pour ainsi que le contre et voir à quel point cela peut s'avérer à la fois salvateur, mais en même temps, tout en restant pragmatique, les problématiques auxquelles la France pourrait se heurter en cas de sortie prématurée de l'Union européenne. Donc Exact. voilà, et comme je viens de le dire précédemment, Billy, je te laisse ouvrir le bal et je te laisse, à défaut de définir le sujet que j'ai promptement défini, je vais juste nous donner ton avis sur le Frexit, comment est-ce que tu le conçois et quelles seraient les issues favorables ou non pour pour ta personne. En tout cas, merci d'avoir posé le sujet. Merci de me donner la parole. Ben, en soi, le Frexit, il n'est que comment dire ça? Que la suite logique de plusieurs politiques qui ont été énumérées au long de cette dernière décennie. En tout cas, c'est l'extrême droite qui a apporté le sujet du Frexit. On va dire que c'est à peu près vers la présidentielle de 2012 que ça a commencé à émerger, notamment du côté du Front National, actuel Rassemblement national, et qui s'étend, à vrai dire, quasiment à toute l'Europe. Un sentiment de rejet de l'Union européenne, en tout cas de ses traités. On voit le nationalisme qui grimpe, notamment en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas, etc., au Danemark notamment. Et on voit que ça touche pas exclusivement que la France, et notamment, mais comme tu l'as rappelé, il y a le Brexit. Il y a de cela quelques années, par référendum, qui a mené vers la sortie de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, qui, en tout cas, n'a pas la même affinité que la France avec l'Europe, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça ne touche pas que la France, cette volonté de faire scission avec l'UE. Et c'est un sujet qui, en tout cas, est pas mal amené sur le devant de la scène par la droite. À D'accord, toi. d'accord. Ah, excuse-moi, vas-y, je crois que tu avais fini. Dis-moi, oui, vas-y, je continue. Non, en fait, du coup, maintenant, on attend, je pense, ton avis sur le Frexit. Enfin, tu Ah, peux le pour ou donner contre, alors. assez rapidement pour après revenir dessus. Ah, pour ou contre, moi je suis pour un Frexit, mais réfléchi. On Ok, va dire ok. avec une scission étape par étape des relations entre l'UE et la France. Ok, donc un Frexit avec circonspection. D'accord, tu as Voilà. totalement raison. Et nous respectons ton point de vue. Merci bien, Maintenant, merci. Neox, qui est on va dire, le moins extrême, le moins extrême des trois, qui fait toujours preuve, pour le coup, de circonspection et qui tend à chaque fois à tempérer nos ardeurs. Nous t'écoutons, Neox. Concernant le Frexit, c'est vrai que c'est une tendance qui a émergé, comme l'a dit très bien mon camarade, dans les années 2010. Et c'est vrai que c'est une tendance qui est de plus en plus grande ces dernières années avec la montée du populisme en Europe, un peu partout. Je pense notamment aux Pays-Bas, l'année dernière avec Geert Wilders qui avait gagné les élections législatives, qui avait
fait la promotion aussi d'une certaine sortie de l'Union européenne avant de se raviser, plus ou moins. Concernant mon avis à proprement parler, je pense que le Frexit, il y a beaucoup à gagner, il y a beaucoup à perdre. Donc, c'est assez difficile à, à juger est-ce que la France doit sortir de l'Union européenne. Mais pour ma part, je trouve que il y a beaucoup de choses à perdre. Donc, c'est pour ça que je pense que la France doit renégocier certaines choses avec l'Union européenne au niveau des traités européens, au niveau des traités constitutifs, parce que je pense qu'après tout, en fait, l'Union européenne, il faut pas l'oublier qu'elle a été construite notamment au XXe siècle. Si on regarde les traités constitutifs, d'abord en premier de la CEE, puis de la CK d'abord, puis de la CEE, puis du traité de Maastricht. Et je pense que ces traités-là ne sont plus au goût Qualité. du jour, ne sont plus au goût du jour. C'est pour cela que il y a c'est nécessaire d'avoir une certaine actualisation de ces traités aujourd'hui. Donc moi, je suis plus pour un maintien de la France dans l'Union européenne, mais tout en renégociant certaines conditions qui ont été établies à l'origine dans les traités constitutifs. Ok, ok, ok. D'accord, je vous ai entendu et le peuple vous a aussi entendu, je le crois. Alors pour ma part, je pense que le concept maître, la notion maîtresse au sein du Frexit en lui-même, c'est la notion de souveraineté. Pourquoi la souveraineté? Parce que la souveraineté est l'un des éléments constitutifs d'un État en bonne santé. Pour faire simple, un État souverain est un État vivant. Un État dépossédé de sa souveraineté est un État qui ne peut plus vivre. C'est un État, pour paraphraser Emmanuel Todd, qu'on pourrait qualifier de zombie, comme lui parlait de catholicisme zombie. Or, ce qui se passe aujourd'hui avec l'Union européenne, c'est que nous voyons, nous en tant que juristes, que la souveraineté de la France, au même titre que celle des autres États membres, a été d'une certaine manière confisquée et l'Union européenne s'est posée comme, on va dire, grand frère un peu autoritaire, un peu Big Brother, pour le dire avec l'accent English. Et ce qui est problématique en réalité, c'est que nous nous retrouvons dépossédés de ce qui nous caractérise ontologiquement, ce qui caractérise l'État français, qui est un État souverain. Mm. Et c'est ce qui est problématique de fait. Parce que si l'on prend ne serait-ce que Je vais vous donner quelques raisons hein, pour lesquelles je dis une telle chose, c'est que déjà l'article 3 du TFU, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, explicite le fait que l'Union dispose d'une compétence exclusive. C'est-à-dire que les États sont obligés d'appliquer les directives européennes et les députés français, au final, ne servent plus qu'à voter la transposition des directives en droit interne. Donc déjà, à ce niveau-là, on voit qu'il y a une certaine problématique. Et si on regarde ne serait-ce que la plupart des dernières dispositions législatives qui ont été adoptées en France, ce ne sont généralement que des redites de ce qui a été dit soit par la CEDH, soit par la CJUE. Ouais. Donc déjà, au niveau même de notre souveraineté sur un point de vue juridique, c'est-à-dire la machine à créer la loi, à créer du droit, est totalement, on va dire, asservie par cette entité supranationale. Mm. C'est ce qui est problématique. Voilà. Et pour vous donner ne serait-ce que d'autres exemples, de tête, il y a la Commission européenne a un monopole des propositions, notamment dans les domaines de l'union douanière, par exemple, aussi sur l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement sur les marchés intérieurs. Donc ça veut dire que qui dit mise en concurrence dit privatisation et démantèlement de services publics, Ouais. comme la Poste, EDF, GDF, la politique monétaire aussi. Et sans oublier, pour rebondir sur cette notion monétaire, le simple fait que l'Union européenne n'existe aujourd'hui qu'en tant que parasite Mm. des États membres qu'elle est censée représenter. Pourquoi? Parce que n'oublions pas une chose, l'Union européenne à proprement parler ne produit rien. L'Union européenne ne produit que des directives et à la limite des traités. Il Ouais. y a des Que des, règlements aussi. Il y a des des règlements règlements. aussi, des règlements aussi, mais surtout, il y a beaucoup de directives aussi, qui Oui. ensuite sont transposées in fine dans, notamment en France. Et si l'on regarde
si l'on regarde cela avec un œil un peu économiste, on réalise très rapidement que l'Union européenne ne vit quasiment que de redevances. Et à forte raison de redevances TVA. Et Mm. pour rebondir sur cela encore une fois, n'oublions pas aussi que la France est la puissance qui donne le plus aux autres pays lorsqu'ils sont défaillants économiquement. Ouais. Ça, c'est très important de le rappeler aussi. C'est-à-dire que l'Union européenne coûte à la France et ne lui rapporte rien. Mm. Ouais, exactement, surtout que m- moi, ce que j'aurais pas compris, enfin, là où j'en suis venu, c'est que l'Europe s'est vue trop grande en soi. L'Union européenne s'est vue trop grande. Parce que dans un premier temps, elle a été fondée, certes, pour rétablir la paix, assurer la paix dans tout le continent, et aussi pour créer une alliance économique. Comme tu l'as rappelé, NEOC, c'est euh, le traité sur le fer, là, comment il s'appelle déjà? Le CK, c'est ça? La CECA. La CK, voilà. Et le fait que ça s'élargisse au fur et à mesure, je crois que le dernier pays en date qui a intégré l'UE, je crois que c'est la Croatie, il me semble, au début des années 2010-2011. Ouais, c'était en Et 2013. depuis, il faut voir les candidatures qui sont faites à l'Europe, notamment ben, la Turquie et tous les pays des Balkans qui sont assez défavorisés, notamment l'Ukraine, il faut le dire. Tous ces pays-là aspirent à entrer dans l'UE parce que l'UE est trop généreuse en soi. Comme tu as dit à Aslan, Je, euh, je te reprends sur un mot, mon camarade, excuse-moi. Ce n'est pas l'UE qui est trop généreuse, c'est la France qui est oui, généreuse. oui, pas par l'intermédiaire de la France, mais c'est vrai que la France prend une part prépondérante au financement, en tout cas, des États défaillants de l'UE. Bien sûr. Je sais plus qui avait dit oui, je préfère vivre en Croatie plutôt qu'en Angleterre post-Frexit. Et je lui répondrai tout simplement que cette personne ne doit pas oublier quelque chose de très important, c'est que si la plupart de ces pays qui ne sont, en termes de puissance, pas aussi développés, entre guillemets, que la France peuvent aujourd'hui se pérenniser, trouver une certaine pérennité, c'est en grande partie grâce à des pays tels que la France qui mettent la main au portefeuille afin de pouvoir faire en sorte que ces pays ne manquent de rien. C'est ça, exactement. Cette Oui, mais politique de après, le budget aussi, il est voté par des instances collégiales aussi. Tu peux minimisation pas sur dire que c'est, tu peux oui, pas mais dire les que c'est instances que la France qui donne. Le budget, il est décidé par le Parlement européen et la Commission européenne. regarde la plupart des pays donateurs, à la première place, tu trouveras la France. Les instances collégiales telles que tu les qualifies sont des instances collégiales qui sont idéologiquement centrées. Et Oui, mais après plupart, ça, après si la France, elle donne, par exemple, comme elle a donné à l'Ukraine, ça rentre pas en ligne de compte dans la politique de l'Union européenne, pour le oui, coup. moi je te parle des pays au sein de l'Union européenne. Tu prends la Grèce, tu prends la plupart des pays qui ont connu certaines défaillances à un instant T, Oui. le plus gros donateur était la France. Ouais. Le pays qui a le plus donné, qui a le plus levé de fonds, fonds qui, je le rappelle, cochons de payants proviennent de nos poches, ces fonds sont partis directement à ces pays. Et Donc il ne faut regardez, pas rien que le oublier une marché de chose. la tête de la Grèce. Mais exactement, mais rien que la Grèce, je t'ai donné l'exemple de la Grèce, tu Mm. prends même la plupart des autres pays d'Europe de l'Est qui sont rentrés il n'y a pas si longtemps de cela au sein de l'Union européenne, tu te retrouves avec des sommes astronomiques qui ont été investies pour eux. Parce qu'encore une fois, l'Union européenne ne produit rien. Ça, faut pas l'oublier. Bah, elle importe beaucoup plus qu'elle exporte, ça c'est sûr. Mais oui, elle importe beaucoup plus qu'elle n'exporte, et en soi, l'Union européenne est une entité, ce n'est pas un pays. C'est Mm. pour ça que lorsque l'on parle de peuple européen, de souveraineté européenne, cela me fait bien rire, parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Mais les L'Europe n'est pas... européistes, C'est vrai L'Europe qu'on n'est pas, assimile souvent l'Union européenne comme un État presque, mais c'est pas un État, n'est hein. pas un Ça État. n'a pas, elle n'a non, pas les conditions requises pour que l'on dise que c'est un État. Mais mais tout les simplement, européistes voient ça comme une fédération, en fait. Comme une espèce, Oui, comme à une la espèce de limite, grosse oui, une entité. fédération, On oui. veut, on veut te convaincre qu'il y ait une identité européenne, une citoyenneté européenne, un exactement, hymne alors que européen, l'ode à la joie. c'est Et sûr. que, au final, ben, même ça aussi, les Européens peuvent participer, je crois, il me semble, à des élections françaises. Ils peuvent participer à l'élection des maires, je crois, aux élections Bien sûr. communes. Voilà. Mais C'est c'est, pas en soi, on essaie Vas-y, de- vas-y. on essaie de se rassurer, on essaie de, de créer une identité européenne, alors qu'au final, ben, comme tu l'as dit, Néox, il y a un populisme, il y a un mouvement de souverainisme qui est né dans toute l'Europe et qui vient Oui, contrecarrer ces envies d'Europe. Et d'ailleurs, il faut regarder les récentes élections européennes pour voir que la plupart du temps, les pays, en tout cas
d'Europe centrale et bon, toute l'Europe en soi vote ou en tout cas ont connu une grande avancée de, des partis d'extrême droite qui vont en tout cas à l'encontre des politiques européennes ou en tout cas défendre une espèce de, de, de baisse de pouvoir par rapport à Bruxelles. Oui, Mm. après, Après, il faut pas oublier que l'Union européenne aussi, elle dispose de compétences exclusives, mais tu as aussi des compétences exclusives qui sont laissées aux États aussi. pas du tout. Les compétences exclusives, c'est ce que je t'ai dit. L'union Oui, mais douanière, tu as des compétences qui sont laissées aussi aux États aussi. la politique, ça, non, non, ça c'est les compétences partagées. Tu as les compétences partagées, les Oui, compétences de oui, coordination. La compétence de coordination. La compétence, la compétence partagée, en réalité, les États n'ont pas leur mot à dire. Tu vois, tu prends l'exemple du marché intérieur, la politique sociale et tout ce qui est cohésion économique, sociale et territoriale, et aussi l'agriculture, dont l'actualité nous a rappelé qu'au final, elle n'était pas au beau fixe, notamment au regard des différents règlements et des différentes directives qui ont fini par affamer nos agriculteurs. Et pour rappel, encore une fois, moi qui suis en train de rédiger un article sur la souveraineté alimentaire, n'oubliez pas une chose, c'est que les agriculteurs, que le pouvoir en question, parce qu'en réalité, ce n'est qu'un pouvoir fantoche pour moi, mais que ce pouvoir à railler, d'une certaine façon, sont ceux qui mettent la viande dans leur assiette et le quinoa pour nos amis végétariens et véganes. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. C'est ces gens-là qui nous nourrissent, techniquement. Surtout qu'en plus, il y a une compétition assez déloyale Bien sûr, mais bien ouais, sûr. ça entre les oui. agriculteurs européens. Par exemple, on regarde rien que nous, en France, on est les agriculteurs sont surchargés de, Bien sûr. L'interdiction d'utiliser d'OGM, oui, les l'indexation des pesticides, prix. c'est- L'indexation des prix, tu regardes ne serait-ce que ce qui se passe en Espagne, les Espagnols, par exemple, ne sont pas assujettis aux mêmes règles oui. que les agriculteurs français. C'est pour ça que quand C'est tu vrai vas que dans un supermarché, c'est un peu étrange que l'Union européenne fait prévaloir les traités extérieurs avec notamment le Mercosur et le Oui, mais CETA oui, qui ont plus pour conséquence le Green Deal. comme tu le disais, de défavoriser les agriculteurs français pour le oui, coup. Parce que parce qu'il y a une on se certaine retrouve, francophobie. Parce qu'il y a on une se- certaine francophobie. parce qu'en fait, on se retrouve avec des produits moins chers du coup et qui ne sont pas français en France, alors que l'agriculture française est reconnue historiquement pour sa qualité en fait. Et en Bien fait, sûr, et tu te surtout dis, qui mais sont attends, bourrés de comment ça merde, bien sûr. Et surtout de produits qui sont bourrés d'additifs, Oui, c'est de ça. beaucoup d'additifs, et qui sont pour la plupart cancérigènes et nocifs. Non. Mm. Vous vous rendez compte que l'on bouffe des produits qui nous rendent impuissants. Ouais. C'est cela qui, selon moi, est le plus grave. C'est qu'à ce niveau-là, on en est arrivé à un stade où, grâce à l'Europe, à la sacro-sainte Union européenne, on en est arrivé à perdre, ou à la limite, à voir défaillir l'une des souverainetés les plus simples à mettre en place en réalité pour un État dit souverain, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire. Voilà, on habite en France, pays de la gastronomie. Gastronomie en France, rien n'est plus commun que le nom, rien n'est plus rare que la chose aujourd'hui. Dans un pays au sein duquel les fast-foods se courent derrière. Les fast-foods se courent derrière, où Ah. ils sont collés, et où lorsque vous vous baladez dans une avenue marchande, vous pouvez trouver une dizaine, voire une vingtaine de fast-foods et autres snacks se juxtaposant. Il y a l'uniformisation de la société occidentale. Bien sûr. Et au-delà même de l'uniformisation, c'est une uniformisation qui, là, est dangereuse, parce qu'encore une fois, l'ennui naquit un jour de l'uniformité, et à plus forte raison, cette uniformisation est dangereuse parce qu'elle prend la forme d'une américanisation. Ouais, Or, même qu'est-ce que elle. est l'Amérique? L'Amérique, c'est le pays de l'obésité, tu vois. Et c'est ce qui est problématique, parce qu'au final, si tu On piles la importe, métaphore et que oui, on tu, importe et que tu les gens. mènes un raisonnement a fortiori, ce qu'il se passe, c'est que tu te retrouves à comprendre que d'une certaine façon, l'Union européenne n'est autre que le cheval de Troie des États-Unis. Mais quand bien même, de toute façon, les européistes n'ont qu'une envie, c'est ça, c'est d'uniformiser le continent, qui est une identité européenne, qui est une grande fédération Ouais. européenne, et qui n'est plus du tout d'identité. Ce qui est étrange, c'est qu'en plus, l'Union européenne, en plus, elle a été construite. Quand elle a été construite, De Gaulle, il disait une chose, il disait, il faut pas que l'Union européenne ressemble aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas du Royaume-Uni au départ, en fait. Au Ouais. départ, dans la construction européenne, il ne voulait pas du Royaume-Uni. Parce qu'il disait que il ressemblait trop aux Américains, justement. Qu'est-ce qu'il disait de Gaulle? Qu'est-ce qu'il disait de Gaulle? Et ça va me permet de rebondir sur le versant économique de la question. De Gaulle, il avait dit une phrase qui a été rapportée ensuite dans le livre d'Alain Perfit, C'était de Gaulle. Le titre, c'est Mm. C'était de Gaulle, du coup.
il disait, nous payons les Américains pour qu'ils nous achètent. Mm. C'est qu'en réalité, là où c'est très drôle, c'est que l'Union européenne, qui est censée déjà faire preuve d'une certaine neutralité vis-à-vis des États membres qu'elle contient, et à plus forte raison, donc, du coup, des États signataires, et à plus forte raison de l'uniformisation avec la SEBC notamment, et a fortiori l'émergence des banques centrales et la Banque centrale européenne, n'a fait qu'affaiblir la France, de telle sorte à ce que la France, in fine, a fini par vendre ce qui caractérisait son rayonnement à l'international. Tu vois? Parce qu'il faut pas oublier une chose aussi, c'est que à force de pertes, notamment au regard des directives, qu'elles soient agricoles, économiques, sociales ou sociétales, quelles qu'elles soient, on s'est retrouvé à devoir se délester de monuments de notre patrimoine. C'est ça? Parce qu'au motif que l'État serait trop endetté, la France finit par vendre son patrimoine national, qui est, je vous le donne en mille, racheté par qui? Par les Américains, bien sûr. Il y a- Et c'est une double dépossession de la souveraineté, excuse-moi Billy, je te laisse la parole. Et c'est pour moi c'est une double dépossession de la souveraineté de la France, car d'un côté, il y a une dépossession de la souveraineté telle qu'elle est conçue idiosyncrasiquement, c'est-à-dire telle qu'elle est ontologiquement ancrée au sein de la nation, de l'État en lui-même, et à plus forte raison, il y a une dépossession qui, elle, est plus matérielle, celle de nos œuvres d'art, de notre patrimoine, qui est racheté, qui est vendu à l'encan par l'Union européenne, qui, de fait, nous ponctionne les bacs chiches. Après, il faut dire quelque chose, c'est que, en tout cas, les États-Unis ont asservi l'Europe par le plan Marshall aussi. Bien Oui, sûr. Par le plan Marshall, et après, certes, il y a eu l'idéologie, l'américanisation de la société occidentale, mais en soi, je pense qu'il y a plein de choses qui ont fait. Il y a l'américanisation dans un premier temps, mais je pense qu'il y a la mondialisation aussi qui est venue donner un coup. oui, ça a Et, affecté la mondialisation, elle a à l'Europe affecté entière, les échanges, par exemple. bien Par sûr. exemple, elle a affecté les échanges entre les États-Unis et l'Europe. Ce qui fait que Culturellement, maintenant, il y a une culture américaine qui s'est importée aussi en Europe, forcément. culturellement, l'Amérique est venue en Europe, mais en tout cas, la mondialisation a fait que l'Europe a perdu toute sa compétitivité en soi. Et c'est au final ça, c'est le fait que dès que la mondialisation est entrée en marche, l'Europe a commencé à baisser ses exportations et à augmenter ses importations. Et c'est de là qu'on est devenu tributaire du monde entier au final. Bien sûr. Culturellement et de façon assez, euh, enfin, dans un sens, l'armée euh, conduite par l'OTAN et par les États-Unis derrière tout ça a servi l'Europe et le continent asiatique a servi, on va dire, de façon économique l'Europe aussi. Parce qu'au Après, final, tu as les personne. premiers mouvements, t'as les premiers mouvements de contestation par rapport à cette Union européenne-là qu'on décrit. Ils ont déjà commencé en vrai, si tu vois bien en Pologne, en Hongrie. Ah oui, mais ça fait quelque temps, mais ça surtout que je pense que le français quand il a vu arriver les accords de Maastricht, il s'est dit c'est bien parce que oh, c'est un signe de renouveau, l'Europe est là, etc. Mais quand il y a eu le traité de Lisbonne en 2004, ou en 2005, il me semble, je crois que c'est Et le 2005. référendum que Voilà, le peuple français a refusé, mais trop con pour comprendre les enjeux qui se jouaient à l'instant T, euh, a vu son avis, parce qu'il faut pas oublier une chose aussi, les copains, c'est que la souveraineté française n'est que la somme de chaque parcelle de souveraineté qui nous caractérise à nous. Hmm. Voilà. Même si le chef d'État et son gouvernement en sont les dépositaires, ils n'en sont les dépositaires qu'à titre temporaire. Les usufruitiers originels, c'est nous. C'est nous qui possédons en réalité ce pouvoir. bien sûr. Et il Hmm. y a une première dépossession à ce niveau-là, parce que là où la trahison est encore plus horrible, c'est que nous nous retrouvons dans un premier temps avec une Europe dont nous n'avons pas voulu, et cela pour rappel en masse, une Europe qui a été imposée et qu'on nous a imposée au forceps, en disant, vous fermez votre bouche, vous ouvrez, vous fermez votre bouche, vous avalez la pilule et tout ira bien, vous inquiétez pas, vous n'avez pas les moyens intellectuels pour comprendre ce qu'est l'Europe telle que nous la concevons. Mm. Aujourd'hui, nous pouvons voir que nos dirigeants sont totalement asservis à cette Europe. C'est qu'en fait, les gens à qui nous donnons notre souveraineté parce que nous avons, entre guillemets, voté pour elle, parce que pour moi, être élu avec 50%,
de 35% de votants, ce n'est pas être le président des Français. Mais bon, ça c'est autre chose, cela ne me concerne qu'à moi. Et pour être tout à fait honnête avec vous, là où la trahison est double, encore une fois, c'est que cette souveraineté que nous donnons, pardon, elle est redistribuée, elle est offerte en offrande Mm. à l'Europe maastrichtienne. Bien Et c'est ce sûr. qui est problématique. Et vous savez, il n'y a même pas besoin de parler du plan Marshall, hein. Le plan Marshall, on n'a même pas besoin de se casser la tête à remonter aussi loin. Vous prenez la loi du 3 janvier 1973 sur la Banque de France, qui était aussi appelée loi Pompidou-Giscard. Et cette loi, elle modifie, mais drastiquement, l'organisation de la Banque de France et affaiblit les droits du Trésor public. Bien sûr, oui, oui. Pourquoi? Parce qu'on va la faire simple, hein. L'État, écoutez bien ce que je vais vous dire, et vous aussi, chers auditeurs, l'État se prive volontairement du droit régalien de créer de la monnaie. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là où la Banque française, la Banque de France, du coup, pouvait créer de la monnaie et la prêter au pays à taux zéro, qu'est-ce qui s'est passé? On a délégué ce pouvoir aux banques privées. Mm. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le traduire, essayer de le traduire de manière plus triviale? Ouais. On s'est retrouvé avec une sorte de privatisation de l'argent, ramenant la nation au même rang que n'importe lequel de ses citoyens lorsqu'il demande de l'argent. Mm. Voilà. Ce qui, in fine, a fini par créer un accroissement sans fond de la dette publique, trouvant son origine ici, dans cette loi. Ouais. Donc, ne serait-ce qu'au niveau de la perte de la souveraineté économique, il n'y a pas besoin de se casser la tête ou de se poser la question de à quel moment elle est arrivée, c'est à ce moment-là qu'elle est arrivée. C'est à ce moment-là que nous avons fermé à tout jamais les portes de la Banque de France, pardon, et que nous avons dynamité cette dernière. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que la France enfin, tous les pays de l'Union européenne ont enfin, de la zone euro plutôt, ont perdu leur Mais je m'en capacité fous des monétaire. autres pays. Moi, le plus important, c'est de parler de la France. Parce qu'il ne faut pas Oui. omettre une chose très importante, c'est qu'il y a une germanolatrie euh, qui n'est même pas dissimulée au sein de l'Union européenne. Parce que lorsque l'on te dit, par exemple, qu'il faut faire en sorte de se calquer sur le modèle allemand au niveau énergétique, mais attention, on ne veut pas du nucléaire parce que le nucléaire, oh là là, c'est pas beau, c'est pas gentil. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas beau, ce n'est pas gentil? C'est parce que c'est le domaine énergétique au sein duquel la France excelle. Mm. C'est tout. Et c'est, selon moi, ce qui fait état d'une sorte de francophobie latente. Ouais. C'est tout. Et pour Ouais. revenir à ce que je vous disais, la transposition de cette loi du 3 janvier 1973, vous la retrouvez dans l'article 123 du TFUE. Tout simplement. On interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, qu'on a rebaptisé Banque centrale nationale, d'accorder des découvertes ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales. Bref, vous m'avez compris. Donc déjà, au niveau de l'attribution des crédits et de l'argent, c'est fermé, c'est bouché. C'est Le tout un deuxièmement de l'article, qu'est-ce qu'il vous dit? Mm. L'acquisition directe auprès d'eux par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales des instruments de leur dette est également interdite. Voilà. Et l'intérêt, où est-ce qu'il est? Et c'est pour cela que je pense qu'un Frexit serait intéressant, parce qu'à travers un Frexit, même si l'on va tirer la langue, pour le dire trivialement, pendant un certain temps, il ne faut pas omettre une chose très importante, c'est que la plupart des décisions qui seront prises à partir de ce moment-là seront les nôtres. Et l'une des décisions qui, pour moi, est centrale au niveau économique et bancaire, d'une certaine façon, c'est de redonner à la Banque de France son pouvoir régalien de financement de l'État, ainsi que des collectivités territoriales et publiques. Voilà. Parce que l'article 123 du TFUE qui découle directement de la loi du 3 janvier 1973 est quelque chose qui, d'une certaine manière, nous a asservi totalement. Parce que qui contrôle l'argent contrôle le nerf de la guerre. On croirait entendre un monsieur Asselineau qui Ah récite oui, bien sûr, cet bien sûr, article bien sûr. du Après, TFUE. après, est-ce que Un, tu penses un homme, sincèrement? pardon, je me permets, un petit big up à François. J'ai eu l'occasion de beaucoup m'instruire sur le Frexit grâce à ses interventions, Ah oui, il est grâce extrêmement à son calé, lui, site. monsieur. C'est un homme qui est peut-être victime de sa trop grande rigueur méthodologique, je le C'est vrai, pense. c'est vrai, c'est Voilà. vrai. Souvent moqué, oui. Voilà, souvent moqué, mais très rarement égalé au niveau des idées. Donc, François, si vous passez par là, nous vous, Nous nous vous saluons bien saluons. fort. Nous vous saluons pour le coup.
Surtout, ce Et qui fait le voilà. souci, c'est que juste pour finir sur le fait que l'Allemagne est aussi prépondérante, c'est surtout dire que l'euro, c'est basé sur le Deutschmark, hein, qui était une monnaie très forte à l'époque, Exactement. Et et que le franc, qui était- excuse-moi, tu viens de le dire, tu as rebondi sur quelque chose que j'ai dit précédemment. Il y a une certaine forme de germanolatrie. Ouais, c'est ça. Il faut regarder la lire à l'époque qui n'était pas forte non plus. Donc au final, tout le monde s'est basé sur le Deutschmark, et c'est ce qui a fait que, ben, au final, ben, forcément, les États qui avaient des monnaies plus faibles, ben, du coup, se sont vus imposer, ben, du coup, une espèce de, comment dire ça, Hmm. de baisse de pouvoir d'achat, ben, évidente pour toute l'Europe, et qu'il fallait suivre Bien sûr. en bien 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 sûr, et je mal. vais même te dire un truc, hein, la perte d'une politique monétaire de la France, qui faisait d'une certaine manière son indépendance au niveau national et international, fait que le taux de change externe finit par complètement exploser la compétitivité française, parce que le franc, tel qu'il était à l'époque, ne pouvait se comparer au Deutschmark allemand. Ouais, Tu vois? Ce qui fait que cela impacte, et nous l'avons vu très récemment, cela impacte très négativement l'agriculture française bien sûr. et l'industrie française. De toute façon, on ne peut même plus dire qu'on a de l'industrie aujourd'hui. Lorsque l'on voit que notre fameux État stratège a fini par par vendre Alstom, pour finir par le racheter en nous disant, ah oui, mais on l'a payé, on l'a racheté moins cher. Voilà, Non, mais après, c'est sûr que les pays membres doivent forcément renégocier les politiques historiques de l'Union européenne, parce qu'on voit il y a des effets qui sont négatifs pour tous les États, en fait, Tu sais, je vais te surtout dire la un truc. France. Je vais te dire pourquoi je ne crois pas dans cette idée de négociation. Tout simplement parce que dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui tiennent le fusil et ceux qui creusent un trou. Et nous, on creuse le trou. Donc, crois-moi que lorsque quelqu'un te braque avec un 22 l'orif et que tu es en train de creuser un trou, tu n'es pas en mesure de négocier. Parce que, encore une fois, ils tiennent entre leurs mains ce qui fait que nous pouvons vivre en réalité. Tu vois? Nous sommes dépossédés de notre cœur et nous essayons, tant bien que mal, d'avancer en tentant de le retrouver, mais pas forcément de la bonne manière. Parce que nous savons pertinemment où il se trouve, nos élites savent pertinemment où il se trouve, mais préfèrent détourner le regard en nous posant des problèmes qui, in fine, ne sont que la résultante de cette perte de souveraineté. Moi, je pense surtout que l'Union européenne est très dépendante du couple franco-allemand, surtout. Il n'existe pas le couple franco-allemand en réalité. On ne s'est Pour jamais moi, aimé. personnellement, c'est le cas, en tout cas. On ne s'est jamais aimé. On ne s'est jamais aimé. Il n'y a pas de couple franco-allemand parce que si tu regardes bien, ne serait-ce qu'au niveau de la politique internationale, les Boches ont toujours tenté depuis des siècles de mettre à mal la France. Et pour être plus précis, la France souveraine. Ah, pour moi, ça a toujours été la Grande-Bretagne, ça, tu vois. Ah oui, mais Non, de toute façon, on n'a pourtant, jamais là, eu d'alliés. il y a un traité qui a été signé entre la France et l'Allemagne en 53. Mais on s'en fout. On Oui, s'en mais fout. après, Les vieux relents de l'histoire, les vieilles querelles, l'acrimonie permanente, je crois qu'elle peut s'effacer avec un traité. Les traités, Non, c'est- je dis pas les ça, mais traités, c'est juste que tu vois qu'au fur et à mesure de l'histoire, tu vois pas forcément qu'il y a de vives tensions entre la France et l'Allemagne. les tensions aujourd'hui, elles s'expriment comment? Elles s'expriment économiquement et de manière et au travers des échanges internationaux. Lorsque la plupart des dirigeants de l'Union européenne, qui pour la plupart de ces cadres, d'une certaine façon, sont soit germanolâtres, soit allemands directement, et que l'on voit les décisions qu'ils prennent, les directives prises, que ce soit surtout, comme je l'ai dit précédemment, au niveau de la direction que pardon, que les recherches au sein même de l'énergie par les pays membres de l'Union européenne soient plus proches de ce qui est fait en Allemagne que ce qui est fait en France, et d'une certaine façon, la diabolisation du nucléaire, qui est, comme je l'ai dit précédemment, le fer de lance de l'énergie française, ouais. ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est en fait non, mais t'inquiète pas, on se serre la main, on se fait la bise. L'accolade, il n'y a pas de problème, mon ami, tu es mon camarade de combat, mais lorsque j'en ai l'occasion, je coupe, j'empoisonne ton puits et je fais en sorte que tu n'aies plus de quoi manger sur ta table. Surtout qu'en plus, que lorsqu'on regarde pour le nucléaire, en tout cas, les Allemands ont pris la décision de suivre des écologistes en décidant Déjà, de fermer plusieurs centrales nucléaires pour au final réouvrir des centrales à charbon et bien sûr, ce qui est encore rendre plus aussi polluant, mais encore une fois, l'idéologie majoritaire au sein de l'Union fait que on suivra les Allemands plutôt que les Français.
Et Et comme je c'est t'ai ça, on dit, vu commence que à nous faire le sommes de... Macron d'ailleurs, entre parenthèses, Bien enfin, sûr, Fessenheim, tout ça, hein. bien sûr, bien sûr. Ouais, Fessenheim, et après on te parle de rouvrir des centrales nucléaires. exactement. Oui, bien C'est sûr. c'est une forme de palinodie, tu vois, c'est A et non A. On essaie de... En fait, le problème, c'est que voilà ce qu'il se passe lorsque l'on ne fait pas preuve d'un minimum de rigueur intellectuelle et que l'on est mu quasi exclusivement que par son idéologie. Tout simplement. Parce qu'au final, dans ce cas de figure-ci, la France n'a pas beaucoup d'alliés. Ouais. Parce qu'aux yeux de l'histoire, n'oubliez jamais le nombre de pays limitrophes, voisins, anciens alliés, qui ont intérêt à nous voir ploir sous le poids des problèmes qui sont en train de se bousculer à notre porte. Ne l'oubliez pas. Parler de couple franco-allemand ou franco-germanique, ça n'existe pas. Dans les faits, cela n'existe plus. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Pardon. Après, juste pour revenir à ça, ce qui est sûr, c'est que si la France vient à quitter l'Union européenne, il y a plus d'Europe, hein. Ah oui, mais Oui, C'est oui, sûr. oui, Que ça ce c'est soit c'est sûr pas et un l'Allemagne ou la problème. France, une des deux C'est pas un parts, problème. c'est terminé. Par contre, si l'Espagne se décide à quitter l'Union européenne ou si le Portugal il décide à partir, là, je pense que l'Europe ne va pas trop en pâtir en soi. oui, c'est sûr, mais parce que la France, elle fait partie des puissances économiques mondiales aussi, C'est le des plus plus grand grandes pays puissances mondiales. européen, c'est Elle a Ouais, elle est dégringolé. dans le G7, elle est dans le Ouais, G7. mais elle a dégringolé, je suis désolé. Oui, mais elle fait toujours partie du G7 Oui, mais actuellement. le G7, on s'en fout quand tu vois l'émergence des BRICS. Enfin, Oui, La G7 ne fait plus trembler personne depuis bien longtemps. C'est un fait. oui, c'est Je suis notre désolé. histoire. Et même, on va prendre un autre argument, tout bête. Aujourd'hui, on te dit que l'Europe sert à se protéger de la Chine. C'est pour cela que lorsque l'on me dit que l'Union européenne sert aujourd'hui à se protéger contre la Chine, pour moi, c'est un argument totalement fallacieux et dépassé. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose très importante, les amis, c'est que la Chine, cette concurrence dite chinoise, elle a été créée par l'Europe. Ne l'oublions pas. Parce que l'Union européenne a, notamment par son service, par la création de ce que l'on appelle aujourd'hui les banques centrales européennes, au visa de l'article 282 du TFUE, que nous Mm. avons mentionné, auquel nous avons taillé un costard hors du commun tout le long de ce podcast, nous rappelle dans son premier alinéa notamment que la BCE et les banques centrales nationales constituent le système européen de banques centrales. Et là, la tête de l'hydre, la tête qu'il faut couper à tout prix pour ne pas que les autres repoussent par deux, c'est la SEBC, pardon. Et à ce niveau-là, il ne faut pas oublier une chose, c'est que on s'est retrouvés, nous, les États membres de l'Union européenne, totalement pieds et poings liés face à ce système de BCE. Parce que c'est l'eurosystème qui, d'une certaine manière, conduit la politique monétaire de l'Union. D'accord? Ouais. Notamment au regard d'un objectif notamment de maintien de la stabilité des prix, etc. Et malheureusement, nous nous retrouvons, nous, complètement lésés par cette entité, par cet organisme qui est censé, d'une certaine façon, nous apporter pérennité. Après, les Donc voilà. boucliers tarifaires et tout ça, c'était des mesures nationales pour le coup. Oui, mais d'une certaine manière, l'impulsion et l'injonction supranationale, pour la qualifier ainsi, était bien là, on voyait déjà son ombre derrière, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, si tu prends ne serait-ce, bon, je vais parler en tant que pénaliste, la plupart des nouvelles mesures et des nouvelles lois qui sont adoptées ici, ce ne sont quasiment que des applications, soit de directives, soit Ouais. d'arrêts de la CJUE ou de la CEDH. Aujourd'hui, le droit pénal français notamment, et c'est pareil de partout, se juxtapose et est conditionné par la validité, pardon, par l'aval de l'Union européenne. Oui, surtout qu'en plus, que lorsqu'il n'y a pas de transposition, l'UE a tendance à sanctionner les États aussi. Bien sûr, et on se retrouve, nous, dépossédés de ce qui nous caractérise idiosyncrasiquement, et encore une fois, je le répète, ce qui fait que nous sommes en vie, en tant que peuple, en tant que nation et en tant qu'État, notre souveraineté. Mm. Et lorsque nous essayons de manière totalement légitime, parce que pour rappel, tout ce qui est légal n'est pas forcément légitime. Et aujourd'hui, lorsque nous essayons de reprendre
de manière légitime ce qui nous revient de droit et ce qui nous permettrait de sortir la tête de l'eau, on se fait sermonner comme des enfants. Et on se retrouve, oh là là, ben non, oh la CJUE, ah non, mais la CEDH, elle a dit, ah non, mais il faut pas faire ça du tout. C'est ridicule, en fait. C'est Exactement. ridicule et nous nous retrouvons, comme je l'ai déjà dit précédemment, pieds et poings liés, et cela ne nous apportera que des problématiques à l'avenir, bien sûr. De Pour toute revenir à façon, la quand le BCE, par peuple... exemple, Ouais, et vas-y. quelque chose de très important aussi, la BCE a la personnalité juridique. Hmm. Ça veut dire que la BCE est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Donc tout ce qui est institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que, que les gouvernements des États membres eux-mêmes, se doivent de respecter cette indépendance. Ça, c'est très important. Parce que, c'est-à-dire que cet organe, au sein de cette entité supranationale, possède, possède une certaine forme d'autonomie. Hmm. C'est ça aussi qui est important. Et aussi, elle a servi pas mal les peuples, hein. Bien sûr, parce qu'il n'y a aucun objectif de taux de change externe de l'euro. Il n'y a aucun objectif de plein emploi et encore moins un objectif de maintien des industries nationales. Bah, Regardez le c'est la nombre planche à billets de l'Europe, hein. Exactement, regardez le nombre d'industries qui ont fermé aujourd'hui en France. Hmm. Il y en a Le beaucoup, nombre hein. de centrales qui ont fermé aujourd'hui en France. Florange, Fessenheim. Bien sûr, Fessenheim, mais aujourd'hui on te parle de la rouvrir. Tu vois? Tu avais tous ces champions du monde là, ces champions de l'écologisme, hein, parce que on en avait déjà parlé, j'ai déjà écrit un papier là-dessus. Écologie, certes, mais écologisme, on rentre dans la dimension théologique. Et c'est ce qui est selon moi le plus problématique. Et voilà, et au final, on se retrouve avec plein de gens au chômage, on se retrouve totalement en galère. Et aujourd'hui, ces champions, ces pontes du progressisme exacerbé, du progressisme de partout, tu vois, on se retrouve avec ces gens-là qui te disent: «Ah non, mais en fait, on devrait rouvrir Fessenheim, on devrait rouvrir cela», parce qu'on comprend qu'un parc d'éoliennes, en plus d'être extrêmement moche, ça produit pas autant qu'une centrale Une nucléaire. énergie intermittente, bien Bien sûr. sûr, bien sûr, c'est totalement voilà et là et c'est là que l'on voit la l'intention francocidaire, pour le dire ainsi, de ces dispositions qui, d'une certaine manière, nous donnent l'impression d'avoir été prises afin de disloquer l'industrie française, Hmm. notamment. Parce que nous en avions déjà parlé, auparavant, il y a une certaine francophobie et une germanolâtrie, à peine sous-jacente, pour le dire C'est la ainsi. concurrence déloyale, surtout rien que pour les Bien sûr, agriculteurs français, espagnols, il y a un monde entre les normes qu'imposent les Français et même les normes européennes par rapport aux Espagnols qui les appliquent, pas bien tellement aussi. sûr. Mais regarde, on va prendre un exemple simple, hein. Et Pour cetera, et cetera. pour revenir sur la politique monétaire indépendante que la France a perdue, d'une certaine façon. Mmh. Cela implique comme conséquence que la France n'a plus la maîtrise du taux de change externe compatible avec la compétitivité française. Ça veut Mmh. dire qu'en France, on est totalement dépossédé de toute forme comment dire, de toute forme d'impact et de modulation de notre taux de change externe. Mmh. Et Ouais, ça, T'as c'est des très important parce que dérogations. si l'on... T'as des C'est ça. dérogations toujours dans les traités après, hein. Ah oui, bien sûr, et les Allemands non, par contre, hein, parce que si tu compares la compétitivité française à la compétitivité allemande, ça nous revient très très cher l'euro. Mais après, de toute façon, L'euro nous l'euro, c'est revient basé sur le Deutschmark aussi. mais bien sûr, mais c'est indexé sur le Deutschmark, Mmh. bien sûr. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? On le voit aujourd'hui avec ce qui s'est passé récemment et vous le retrouverez, chers auditeurs, dans l'article que j'ai écrit sur la souveraineté, alimentaire. L'agriculture en France périclite. On se retrouve avec des agriculteurs qui, il n'y a pas si longtemps, marchaient et la plupart roulaient sur leurs tracteurs grondants sur la capitale. Parce qu'au bout d'un moment, lorsque l'on n'a même plus, en utilisant les biens de sa terre, de quoi nourrir sa propre famille, je crois que on commence à, je crois que l'on commence à voir les choses d'une autre façon. Mais surtout qu'il y a une régression de l'agriculture française. Bien sûr, Quand on s'aperçoit dans les années 80-70, quand on disait que la France était le grenier à blé de l'Europe bien sûr. et que maintenant elle Et- est réduite à s'en Oui, remettre c'est vrai que à importer de la farine ukrainienne, alors bien que sûr, chez nous, on a des champs à perte de vue. bien sûr. Un peu c'est paradoxal vrai Et que quoi. pourquoi? l'agriculture française était reconnue Et surtout auparavant. qu'on ne produit quasiment plus rien. Je suis Mmh. désolé, lorsque je vois que Ah, la ça oui, plupart ça, des aliments que nous consommons sont soit extranationaux, pour le dire ainsi, voire extra-européens, je me dis, mais attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? On en arrive à un stade où l'on a tellement
diaboliser, mépriser nos agriculteurs qui vivaient dans ce que l'on appelait encore il n'y a pas si longtemps la diagonale du vide. Ces individus qui étaient totalement oubliés hein, au profit de l'urbain, voire du périurbain. Et on les a laissés crever. Il ne Mm. faut pas oublier une chose très importante, c'est que nos agriculteurs sont ceux qui sont en charge de nous nourrir. S'il n'y a plus d'agriculteurs, un pays, un État, une puissance, quel qu'il soit, n'est absolument pas en mesure de survivre quasi exclusivement avec des professions du tertiaire. Ça n'existe pas. C'est ce que l'on essaie de nous faire croire par cette technocratisation du pouvoir, et à plus forte raison de la France avec cet entre-soi parisien, mais cela n'est pas possible. Mm. Sans les agriculteurs, sans ces individus qui ont pour mission, d'une certaine façon, de porter la France sur leurs épaules, nous n'existons pas, nous ne mangeons pas. Voilà, Malheureusement, c'est l'ouverture de la France sur le monde qui a causé tout ça, hein. bien sûr. Mais regarde, c'est tout simple, hein. Tu empoisonnes le puits de la souveraineté alimentaire, qui est le droit pour chaque peuple de décider de la manière dont lui-même va s'alimenter. Mm. Que ce soit notamment, je vulgarise, hein, vous m'en excuserez, mais c'est pour vraiment que tout le monde puisse comprendre à quel point cette souveraineté est pour un État la plus simple à mettre en place. C'est très important. Ouais. Et même de cela, l'Europe nous a privés. Et à plus forte raison, lorsque vous détruisez l'agriculture et les services français, qu'est-ce que cela implique? La destruction de l'industrie française. Mm. Voilà. La vente d'Alstom, etc., qui après, bien sûr, notre cher leader, notre cher leader, notre cher président de la République française a racheté pour une bouchée de pain, entre guillemets, mais bon, il n'aurait pas eu besoin de débourser le moindre denier si ce dernier n'avait pas fait l'erreur de la vendre, vous en conviendrez. Donc toi, en fait, pour toi, il faut faire une préférence nationale, en fait, pour toi, en Bien fait. sûr. Mais, je Mais suis si, désolé. mais si dans ton, dans, si Bien sûr. dans ta théorie, si la France sort de l'Union européenne, tu ne penses pas que les autres pays, qui sont eux pour le coup dans l'Union européenne, ils vont pas faire la même chose avec leurs industries? Mais bien sûr, mais c'est ce que je les encourage à faire. Mais du coup, dans ce sens, les industries françaises, comme toute industrie, pour se développer, elles veulent aussi investir à l'étranger. On est d'accord sur ça. Oui, mais C'est le un- problème, c'est que je veux bien que nous investissions à l'étranger sans Oui, avoir besoin de voir notre compétitivité exacerbée, notamment parce que nous sommes français, et à plus forte raison que nous ne soyons pas indexés à des directives ou à oui, quelconque règle je suis d'accord qui avec est toi, mais la totalement inique et compétitivité, qui elle nous passe par quoi? Elle desservirait. passe par les investissements à l'étranger. Si la France, demain, elle sort de l'Union européenne et que les pays, ils mettent en place une préférence nationale, les industries françaises, elles vont être marginalisées pour le coup. Si, Pas imaginons forcément, pas demain, forcément. Pas ben, forcément, parce que je si vais te demain dire une chose. si une entreprise demain candidate pour un marché public à l'étranger, elle va faire comment si par exemple la Hongrie ou je sais pas l'Espagne préfère mettre en place une préférence nationale? Comment ils vont Je vais faire te, du coup? je vais te répondre tout simplement, c'est parce que la France n'a pas forcément besoin, notamment aujourd'hui, d'exporter des denrées quelles qu'elles soient. La France, Mais je te parle aujourd'hui, pas de est en denrées, là, je te mesure. parle de marché Oui, public. oui, mais je vais t'expliquer si tu me laisses terminer. Et Ah, d'accord. je commence mon propos, j'aimerais juste que tu me laisses terminer. Ça prendra quelques secondes et je Dis-moi pense tout. que cela t'éclairera pour le reste de la soirée. Donc, la France, elle, comme je te l'ai dit précédemment, peu importe ce que représentent les industries en face, cette dernière importe un savoir, elle importe un savoir-faire, elle importe des connaissances. Parce que, je te le rappelle, un Français à l'étranger, on se l'arrache. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que lorsque tu fais venir une entreprise, même s'il y a une préférence nationale, on se dira toujours, ah, les Français, qualité française, on va les faire venir ici, on va les laisser s'implanter, on va leur demander de payer ce qu'ils doivent payer pour contribuer à l'essor de notre nation, et in fine, il se passera ce qui devra se passer, tout simplement. Tout simplement parce qu'en réalité, j'ai envie de te dire, peu importe les décisions qui seront prises, Frexit ou non, ce seront les décisions du peuple français. Le peuple français n'aura plus à courber les chines devant grand frère UE qui dira ah oui, là tu peux, ah non, là tu peux pas, ah oui, mais là tu peux, ah non. Attendez, mais où est-ce qu'on est? Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi parce que Bien sûr. si demain le pays étranger applique une préférence nationale et que la France le fait aussi, ben
forcément, le pays en face va vouloir faire de même, en fait. En fait, le problème, c'est que tous les pays au monde appliquent une préférence nationale. Mais Il y c'est a ça, que je suis dans les marchés Oui, économiques que justement il y a bien des sûr, mais ententes, surtout il n'y a que, pas de préférence nationale. Et en fait, c'est du coup, là, on est dans une situation où justement, revenir à cet état initial ferait de nous, genre, des mauvais partenaires commerciaux au final. Parce qu'au final, on se dira, ben voilà, il a quitté une entente commerciale pour finalement se favoriser à lui, tu vois. oui, Ça fait mais que au du bout coup, d'un moment, oui, mais oui, ça laisse mais le présager aux autres qu'on est problème, moins ouvert le sur le problème, marché. c'est qu'en se favorisant soi-même, ben, tu risques de diminuer la compétitivité des entreprises françaises. Mais où est le problème en réalité? Lorsque Ben, tu parce vois que, que au sein, parce que tu vois aujourd'hui qu'au sein de l'Union européenne, la France est totalement lésée et se fait quasiment dévorer par autrui parce qu'elle se voit imposer une réglementation qui la met dans une situation de déloyauté totale face, par exemple, aux agriculteurs espagnols, pour ne parler que d'eux, par exemple, et rester dans le domaine de l'agriculture. Je crois qu'au bout d'un moment, il n'y a pas de mal à se dire que l'on veut faire en sorte que tout simplement, que notre industrie soit valorisée. Nous sommes le seul pays au monde qui ne pratique aucune forme de préférence nationale, alors que dans les autres, ils s'enorgueillissent de cela. En fait, je pense Je qu'il ne faut vois juste pas où est le il problème, faut en juste fait. une protection il faut un Bien protectionnisme, sûr, en fait, c'est tout. bien D'abord, sûr. commencer par un Mais protectionnisme et oui, après le s'affranchir protectionnisme, tu des. ne peux pas l'avoir. Excuse-moi, mais le protectionnisme, tu ne peux pas y prétendre lorsque c'est une entité xénocratique qui décide pour toi et ton peuple. Non, mais Tu ne j'entends peux juste pas, tu vois? réindustrialiser d'abord dans un premier temps, tu vois. Tu Voilà. réindustrialises et après, progressivement, tu t'affranchis des traités européens. Oui, Genre, mais tu commences à excuse-moi, mais aborder un c'est un peu flexible. chimérique. Oui, mais c'est un peu chimérique. Parce que c'est faire fi de tout ce que j'ai dit précédemment. L'Union européenne est profondément germanolâtre, ce qui explique, encore une fois, qu'il y a une certaine forme de francophobie. Ouais. Vous comprenez? Et le problème, c'est que essayer de reprendre une certaine forme enfin, rendre à César ce qui est à César en matière de compétitivité et essayer de reprendre du terrain en tant qu'industrie française, nous n'aurons quasi exclusivement que des crachats à la gueule de l'Union européenne. Regardez ce qui s'est passé avec le nucléaire. L'Union européenne s'est posée de manière catégorique contre le nucléaire. Le nucléaire est la source d'énergie au sein de laquelle la France excelle, Hmm. bien sûr. Le problème, il est là. C'est qu'en réalité, ce que je ne comprends pas, c'est que nous restons dans un groupe de potes, disons-le clairement, au sein duquel nous ne sommes pas les bienvenus, au sein duquel, à plus forte raison, nous ne sommes même pas appréciés, et à plus forte raison, au sein duquel nous ne voulons même pas notre mal. On veut notre mort. Donc pourquoi y rester? Même si l'on sort et que l'on finit par tirer la langue, où est le problème? Tirons la langue, mais soyons directement nous-mêmes. Après, je suis d'accord, je suis pas pour une sortie sèche, il ne faut pas être fou non plus. Ouais. Néanmoins, posons-nous les bonnes questions, les amis. Non, bien sûr, moi, après, je suis Demande, d'accord avec toi, dans le sens où, voilà, voilà, il faut, bien sûr, voilà, se il faut dire une oui, mais sortie in fine, qu'est-ce mais que une la sortie Bulgarie, réfléchie. qu'est-ce que la Hongrie, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qu'ils vont penser? Vous croyez qu'ils pensent à nous? Non, mais c'est pour ça, À bien chaque sûr. fois que... non, mais c'est pas une question de ça. C'est juste que moi, je pense que les pays, si tu appliques une préférence nationale, les pays ils vont faire de même dans leur pays, en fait, tout simplement. Ils le font déjà. Ils le Après, font ça revient déjà. à un statut. Bien En fait, sûr. si tu veux, je pense que l'Union européenne, c'est un formidable marché économique, ça, il faut dire ce qui est. Mais tout ce qui est à côté fait que ben, ça entoure le pays, ça oppresse la souveraineté du pays. Et je pense que Mais bien là, sûr. c'est là où l'Union Oui, européenne Après, doit ça pose forcément une une entente question de économique. souveraineté, l'Union européenne, oui, ça mais c'est le sûr. problème, en fait, non, mais en fait, le problème de Neox, en fait, le problème, c'est que tu crois que tout le monde, en fait, tu as une conception virtuelle qui est trop égalitaire. En réalité, c'est la France qui se fait plumer dans l'histoire, pour ne pas dire autre chose. Oui, ça La oui. France se fait plumer au profit d'autrui, au profit de l'Allemagne notamment. J'ai rien contre les casques à pointe, mais bon, force est de constater que, en tant que Français, je préfère la bannière tricolore, vous m'en excuserez. Et à plus forte raison, on avantage tous les autres pays, et le dindon de la farce, toujours assis au milieu, à attendre une quelconque forme de reconnaissance, qui se fait toujours condamner soit par la CJUE, soit par la CEDH, c'est la France. Le problème est là, c'est que tu crois vraiment que ces derniers vont arrêter de contracter, de faire affaire avec nous, parce que nous faisons une préférence nationale ou nous imposons une quelconque forme de préférence nationale. La réalité, je vais te la dire, la réalité des affaires est simple. Si nous trouvons le moyen, même en sortant de l'Union européenne, de redevenir la puissance que nous étions même, allez,
70% de la puissance que nous étions, crois-moi, préférence nationale ou pas, ils continueront de traiter avec nous. Parce que dans ce bas monde, malheureusement, ce monde au sein duquel Dieu ne fait plus l'unanimité, son cousin pognon a pris la place. Et quand tu as du pognon, quand tu as du pouvoir, et surtout quand tu as le savoir-faire, ce pourquoi les Français, dans l'histoire, se sont toujours illustrés. Croyez-moi qu'ils continueront de traiter avec nous. Mais ne nous l'aurons pas. Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons tellement été plongés dans cette matrice que nous finissons par croire ce que ces individus nous disent? Le problème majeur qu'il y a au final dans tout Monsieur. ça, c'est que on 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 a fait plusieurs référendums par rapport à l'Union européenne. Bon, je crois qu'on en a fait que 2. On a fait Maastricht, je crois, et on a fait le traité de 2005. Lisbonne, la Constitution européenne. Et Oui. en fait, le problème, c'est que du moment que les Français ont imposé leur nom dans la Constitution européenne et que les politiques s'en sont attribué le oui, au final, c'est là où l'Union européenne déjà perd de son essence, perd de sa crédibilité. Ouais, ça oui, ça c'est On libéré. parle de citoyenneté européenne, mais personne ne se sent citoyen européen en soi. Enfin, moi, je ne Surtout, sais est-ce pas, qu'il je sais existe... pas Mais vous, mais attendez, attendez. Est-ce qu'il existe une terre qui s'appelle l'Europie? Est-ce qu'il existe un territoire et un peuple européen? Je suis désolé. Je suis récemment allé en Italie. En Italie, on parle italien. En Espagne, on parle espagnol. Même si nous avons certaines choses en commun, nous n'avons pas les mêmes mœurs. C'est un fait. Mm. Et Oui. l'histoire nous a très longuement démontré que la plupart des pays limitrophes nous détestent. Non, mais surtout qu'il y a des Après, bilans après clairs. l'Union européenne, elle n'a pas vocation non plus à uniformiser les mœurs aussi, hein. Ben, en fait, là où c'est différent, c'est que Robert Schuman, il disait que l'Union européenne, elle se faisait pour que la paix prospère avant tout. Oui, mais Ouais. attends, Ben, attends, attends. avant tout, Oui, dans un premier temps. Mais après, justement, là où les Européens sont dangereux, c'est que certains veulent une fédération européenne. Ils mais veulent qu'au déjà, je final, sais, tu n'as même pas besoin on d'aller de soit qu'un remonter grand jusqu'à État Schumann, hein. avec plusieurs fédérations qui parlent certes différentes langues, mais qui ont le même passé commun, alors que le passé n'est pas du tout commun en soi. Absolument pas. Mais même, On je a vais aller passé plus 2000 loin. ans à se faire des guerres les uns contre les autres, et Oui, c'est pas pour une entente économique qu'on va tout résoudre au bout de 100 ans, quoi. mais en plus, Billy, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai même envie de te répondre que ta conception est dépassée. Parce qu'aujourd'hui, tu disais des fédérations européennes au sein desquelles, non. Ouais, une fédération, une Aujourd'hui, fédération. nous sommes dans une vision, et notre cher président de la République nous l'a encore rappelé, il n'y a pas d'histoire de France, il y a des histoires de France qui juxtaposent à plus forte raison à une histoire européenne commune. Aujourd'hui, il y a une volonté d'œcuménisation, d'irénisme européiste. Mm. C'est de faire en sorte que toutes les frontières soient gommées pour permettre, in fine, que tout le monde puisse vivre dans un monde où nous pourrions parler la même langue, où nous serions beaucoup plus forts, que ce soit industriellement parlant, militairement parlant, casque bleu, etc. Vous voyez? Donc, au final, la problématique est là. Le vrai problème de l'Europe aujourd'hui, c'est que l'Europe ne nous a apporté qu'une seule et unique chose en France, c'est un affaiblissement notable. Et pour Ouais. revenir sur les frontières, est-ce que vous vous rendez compte, et là je fais un petit clin d'œil aux identitaires, il y a toute personne qui voudrait, à défaut de fermer le robinet migratoire, le réguler. Nous ne maîtrisons même plus les flux migratoires, ce qui, d'une certaine manière, a amené à une déstabilisation de notre société, et à plus forte raison, une déstabilisation des sociétés des pays d'émigration. Parce que je vous rappelle, les copains, que quand des jeunes gens, des jeunes médecins, des jeunes avocats, des jeunes ce que vous voulez, quittent leur pays d'origine pour venir en France, ils n'y reviennent pas. Et ces pays-là, ils perdent un médecin, ils perdent un avocat, ils perdent des infirmiers, ils perdent des ingénieurs. Voilà. Je crois que c'était au Cameroun où ils avaient ouvert une sorte de succursale de l'X et où ils formaient l'élite de demain afin de permettre au pays de connaître un essor. C'est ça aussi le problème. Ah, mais C'est ça qui est en quoi dommageable. c'est un problème? En quoi c'est un problème? De quoi? Que des médecins étrangers viennent en France. Ben, tu penses Ou pas je- que leur pays a, ben, attends, mais tu penses pas que leur pays a plus besoin de médecins que nous? Attends, tu te rends compte qu'à Paris, on se retrouve, je sais plus c'est de quelle ethnie, mais on se retrouve avec un nombre conséquent de médecins
venant d'un pays au sein duquel il n'y a pas de médecin. Trouvez l'erreur. Ouais, c'est une fuite de cerveau, en fait. Bien sûr, au-delà même de la fuite de cerveau, là on est sur une fuite, mais qui s'avère mortelle, parce que la fuite de cerveau, encore, on va dire que c'est des idées, c'est des ingénieurs, etc. Tu ne vois l'impact que sur le long terme. Là, c'est sur le moyen, voire court terme. Ouais. Un pays sans médecin, c'est un pays qui régresse. Et un Mm. pays qui est obligé de faire venir des médecins pour ne plus avoir à les former sur son sol, c'est un pays qui est en voie de tiers-mondisation. Et surtout qu'en plus, pour la peine, nous, on met une numerus clausus sur la formation des médecins, mais en face, on ne sait pas comment sont formés les médecins. On a quelques idées sur leur formation, mais personne n'est là pour contrôler. Alors que tandis que nous, Bien on sûr. sait. Oui, mais la plupart des médecins dans les zones rurales en France sont des médecins étrangers. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a un Oui, numerus clausus, c'est parce que c'est moins attractif Ben bien sûr. oui, pour les médecins mais français, c'est pour oui, ça. mais ils peuvent très bien exercer en France, en fait. Ah oui, après, c'est leur liberté, attention. Mais en fait, le Oui, moi, je problème trouve qui ça est posé. contre-productif pour leur pays d'émigration. Parce qu'après, au final, on se retrouve avec des pays qui ont un PIB boiteux, les pauvres, et qui se retrouvent d'une certaine manière à tirer la langue tout le long, à être on va dire, dans la détresse la plus complète, et où les cerveaux, entre guillemets, et où les médecins, etc., se retrouvent à devoir partir dans un autre pays et à laisser ce pays à l'abandon. En fait, je vois ça comme un énorme cercle vicieux en réalité. Tu comprends? C'est ça qui est problématique. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a très justement dit Billy, on impose un numerus clausus de tous les diables pour faire sortir le minimum de médecins possible, mais les médecins qui arrivent de l'étranger, eux, peuvent exercer directement. Ou Ouais. sont soumis à, comme chez nous, pour les avocats. Donc au final, c'est la même chose. C'est ça qui est problématique et qu'il faut comprendre. La problématique ne réside pas dans le fait que ce soit des médecins étrangers. Le problème, c'est que ça pêche en la défaveur de la France parce que sur le long terme, comme je te l'ai dit, un pays qui n'est pas capable de former ses médecins est en train de péricliter. Et le pays d'émigration se voit vidé du peu de cerveau qu'il arrive à mettre sur pied pour que ces derniers aillent travailler dans des pays au sein duquel il y a déjà tout. Mais moi, la question que je pose à ces gens-là, tout simplement, pourquoi ne pas essayer de créer les infrastructures nécessaires que vous avez, par exemple, vu à l'époque où vous travaillez en France? Bon, après, généralement, il y a beaucoup de ces pays aussi qui sont des pays qui sont des dictatures et des pays aussi très Oui, voilà, corrompus. Mais bien bon, sûr. lorsque vous arrivez à ce niveau-là, essayez de faire en sorte de d'offrir à vos pays d'origine, ce dont ils ont réellement besoin. Ouais. Voilà, c'est tout. Bon, la parenthèse est fermée, voilà. Et au niveau pour revenir aux frontières, parce qu'on digresse beaucoup ici. Je me souviens bien, je crois que c'était l'article 67 du TFUE qui disait qu'en gros, l'Union, c'est un espace de liberté, de sécurité, de justice. Ouais. Son alinéa 2, qu'est-ce qu'il rappelle? Une absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures et le développement d'une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle de frontières extérieures. Exactement, ouais. Ça veut Oui, dire donc que au nous final, n'avons ça même reste plus, ouais, le nous pouvoir n'avons de même plus contrôle de notre toutes mot les à dire. frontières. Bien sûr. Voilà. Et moi, je conclurai tout simplement en rappelant que Alain Perfit, dans son livre C'était De Gaulle, nous rappelait déjà de manière très lucide que nous payons les Américains pour qu'ils nous achètent. N'oublions pas aujourd'hui que nous dégringolons l'échelle sur laquelle nous trônions tout en haut Ouais, grâce à l'Europe. Parce que nous sommes tellement endettés que nous sommes obligés de vendre notre patrimoine national aux Américains. c'est ça. Ils rachètent tout, comme les Chinois d'ailleurs, hein. Voilà. Et Ouais. pour ajouter du malheur au monde, eux-mêmes sont plus endettés que nous. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, Voilà. écoutez. Donc, les gars, voilà, il nous reste pas beaucoup de temps. Donc, je vais vous Ouais. proposer de conclure. Voilà. Comme tu veux, Néox, tu veux conclure en premier? Oui, pourquoi pas. Moi, de mon point de vue, je pense que c'est vrai que l'Union européenne est en grand danger avec une montée du populisme un peu partout en Europe. Je pense que, comme le disait Sarkozy au début de la guerre en Ukraine, que c'est une institution en fait qui mérite d'être réformée parce qu'en fait, c'est une institution en fait du XXe siècle. Et que maintenant, on est au XXIe siècle, en fait, on doit vraiment changer de paradigme européen
parce que en fait le modèle à l'initial en fait il ne s'applique plus aujourd'hui en fait. Donc je plaide plutôt pour je plaide plutôt pardon pour un maintien de la France dans l'Union européenne, mais avec certaines réformes sur les traités, les directives et les règlements qui constituent l'Union européenne, tout simplement. D'accord. Tu veux conclure à cela, ou c'est moi? Oui, je conclurai bien sûr en rebondissant sur ce qu'a dit Neox. Ouais. Je salue ton initiative et ton engouement, pardon, mais force est de constater que l'on ne peut pas négocier avec des gens qui ont un fusil pointé sur nous, tout simplement. Le temps n'est plus aux négociations, le mal a été fait depuis très longtemps, et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus tant une question de réformation, mais plutôt une question d'affranchissement de la France de toutes ces contraintes qui, in fine, en bon élève de l'Union européenne, n'a eu que pour seule récompense l'alourdissement de ses chaînes. Donc, en conclusion, Frexit, il y aura, cela je n'en sais rien. Néanmoins, force est de constater que c'est quelque chose dont nous avons besoin et qui, d'une certaine façon, mérite d'être mis sur la place publique pour une raison simple. N'oublions jamais que l'Union européenne nous a été imposée. À l'époque où nous avions tous dit non à Maastricht, on nous a forcés à avaler la pilule. Et nous ne l'oublierons jamais parce que, au-delà même de tout cet arsenal législatif, tout ce qui touche au monde du légal ne pourra jamais remplacer et se substituer à la légitimité vraie. Je vous remercie et Billy, si tu veux conclure, Ouais, bien je te sûr. laisse le mot de la fin pour une fois. Je pense que l'Europe est partie d'un bon principe, celui de pérenniser la paix, celui d'accentuer les relations économiques pour faire sens et écho à la puissance américaine et au bloc des BRICS qui était à venir. Je pense que ça a été une bonne initiative, mais qui a eu tendance à trop à devenir complexe, dans le sens où elle a contraint les peuples et les États membres à adhérer à plusieurs de ces politiques, même si les États membres ont participé à cette politique, mais au final, ça n'a servi que l'intérêt commun, qui n'était pas du tout l'intérêt indépendant de chaque État. Ce qui a fait que on assiste au soulèvement des peuples, au populisme, qui met en danger l'Union européenne. Je pense que ce n'est pas à tort que cela fait, euh, cela fait défaut à cette Union européenne-là. Je pense qu'un Frexit est nécessaire, pas rapide, un Frexit réfléchi pour à la fois préserver les intérêts de l'Union européenne restante et nos intérêts à nous, et pas se fâcher non plus avec nos États voisins. Donc effectivement, oui, un Frexit qui serait sur le long terme, pas comme les Britanniques sous 2 ans, mais en tout cas un référendum qui serait utile à soumettre au peuple français. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Billy, merci Merci à Neox. vous. Encore Merci à une vous, fois, les des gars. Merci à propos, vous. encore une fois, des propos qui, même si ils s'affrontent et sont très souvent en antagonisme, sont dits dans le respect et n'entachent en rien notre belle amitié C'est ça, et exactement. notre belle collaboration surtout. Euh, Donc, que dire? Que dire? Encore une fois, le mot de la fin me revient, je le crois bien. Oui, Merci infiniment, les gars, merci infiniment, merci à vous, les gars. Merci, parce c'était que très enrichissant, très enrichissant. C'est enrichissant, intéressant. C'était enrichissant. voilà, on est sur du C'est ça. néologisme, C'est ça. voilà. Moi, il n'y a pas d'anglais. Bref. Non, plus sérieusement, tout ça pour dire merci infiniment. On en ressort toujours grandi et je suis heureux de voir la tournure que prend une initiative qui, à la base, était un coup de tête. Exactement. On en est au 8e podcast déjà. Ça Oui, fait une belle, oui. Et nous tenons aussi à nous excuser, mais bon, on mettra aussi un petit petite disclaimer. pancarte, voilà, une petite pancarte en début de vidéo pour nous excuser pour le temps qu'a mis ce podcast à sortir parce qu'on avait plein de problèmes
À la base, il y avait une deuxième partie, mais le problème, c'est qu'elle ne s'est pas enregistrée, donc je Et vous c'est laisse ça. imaginer à quel point ça a été compliqué. On a dû tout retourner. Voilà, donc on a fait tout ça pour Repartir vous, à l'origine. comme le disait, euh, comme le disait Franck Dubosc, pour vous, public. Pour vous, public. Voilà, donc Pour toi, public. voilà. Donc en tout cas, merci infiniment, les amis. Voilà, si vous Merci avez à un petit vous, mot les à dire, gars. Ouais, non, juste, merci. on est sur Instagram si jamais vous voulez nous suivre. La Hmm. tétrarchie. De toute façon, on mettra le lien Débattre dans la aussi. description. Mettez un like, commentez, proposez-nous un prochain sujet de podcast. Pourquoi pas, abonnez-vous. Et si vous voulez interagir avec nous, il n'y a pas de souci. Venez en DM dans les commentaires, on répondra et on interagira avec vous sans souci. Toujours dans le respect, par contre. Exactement. Toujours, voilà. Toujours bon de le rappeler. Donc, écoutez, Neox, merci infiniment. Merci à vous et n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire sur YouTube, hein. C'est plus sur YouTube où on attend surtout vos avis. Ouais, Exactement. ouais, ouais. Et les prochains podcasts, dans les prochains podcasts, nous aurons aussi des guests. Voilà, on va faire des petites surprises. On aura des individus qui Ou en viendront tout nous cas, enrichir de leur sagesse et je pense que ça devrait vous plaire. Voilà. Donc, du coup, c'était Neox c'était Billy. C'était Léo. et c'était Aslan. Merci Merci à vous, les infiniment gars. Ciao, et, ciao. et une bonne fin de soirée. Et bonne Bonne soirée à année. vous. Et bonne année à tout le monde. Ciao, ciao. Ah.